Bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agri TV. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition, le développement de l'agro-industrie camerounaise en question à Yaoundé. Des opérateurs économiques et les autorités de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun étaient en conclave ce jour au siège de la dite Chambre, avec pour but de trouver les voies et moyens de promotion et de développement du Made in Cameroun. Sortir le travail manuel de la léthargie qui est la sienne, tel est le but du projet de petites initiatives agricoles en milieu scolaire secondaire. Le projet PIAMS veut faire du travail manuel dans nos établissements une source de revenus économiques. Et puis, des innovations dans l'agroalimentaire, il en sera aussi question. Nous irons découvrir les merveilles de la pharmacopée septentrionale ainsi que les bienfaits d'une plante, le jatropha. Bienvenue à tous. Développer le Cameroun par une production agroalimentaire de qualité respectant les normes, tel est le défi que se donne la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Dans ce cadre, les autorités de cette chambre consulaire ont initié une rencontre avec les opérateurs opérant dans la transformation des produits agricoles. L'événement, qui avait pour cadre le siège de la chambre consulaire, portait en elle les espoirs des 80 participants attendus. Reportage. C'est par petites vagues que les opérateurs économiques conviés à la rencontre avec les responsables de la CAPEF faisaient leur entrée dans la salle de conférence préparée à cet effet. Tous avec une idée claire des attentes qu'ils fondaient dans cette rencontre. Nos attentes à la fin de ces rencontres, c'est que tous les acteurs du secteur agro-pastoral comprennent qu'il y a aujourd'hui un changement fondamental qui s'opère au Cameroun. C'est l'économie numérique, c'est-à-dire désormais on n'est pas obligé de poser des actes physiques pour avoir un impact sur les clients, sur ses partenaires. D'où nos attentes beaucoup plus sur le côté financier pour nous permettre de booster notre production. Et en même temps, vous le savez bien que ça crée des emplois, ça amène des enfants à ne plus revenir chercher les grandes villes et à maintenir les gens de la localité sur place. Il est question pour nous de se mobiliser tous ensemble, les opérateurs économiques, pour la transformation de nos produits locaux, de nos matières premières, qui ne sortent plus à l'état brut. À l'entame de la cérémonie, comme pour rassurer tout le monde, la vice-présidente de la CAPEF, organisatrice principale de ce conclave, va, dans un mode bienvenu, remettre les travaux dans leur vrai contexte. Voilà, c'est pas une activité comme on a l'habitude de gérer, c'est-à-dire très protocolaire, avec beaucoup de discours, non. Parce qu'on sait qu'ici, il y a les opérateurs économiques, ils ont le temps, c'est de l'argent. Visiblement rassurés par cette prise de parole, c'est avec une attention particulière qu'ils vont avoir un certain nombre d'informations sur l'institution qui les reçoit. La Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts leur sera expliquée d'une façon brève mais très détaillée. Depuis le 13 avril 2016, la Chagri est devenue la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Il n'y avait pas le secteur pêche dans la dernière chambre. Donc le décret de 2016 a pu introduire ce nouveau secteur. Donc la Chambre d'agriculture, c'est un établissement public à caractère spécifique. Donc il est investi par les élus. Seuls les applaudissements et les questions qui fuseront de partout après cet exposé introductif laissaient entrevoir déjà le fait que le reste des interventions était attendu avec une impatience certaine. Ils étaient donc environ 80, les opérateurs économiques qui ont fait le déplacement de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts ce jeudi 1er mars 2018. Une réunion qui avait pour but d'améliorer la qualité des produits camerounais par le respect de certains normes de fabrication et de présentation. Reportage. Les enjeux et défis du Made in Cameroun, tel était le thème de la première intervention qui a ouvert la session plénière de cette rencontre. Il était question ici de planter le décor en définissant tout d'abord le Made in Cameroun, en montrant ses enjeux et ses défis, en analysant et en définissant enfin
les différentes approches du développement du Made in Cameroun. Dans ce dernier aspect, le conférencier du jour va démontrer que plusieurs approches existent et donne une idée sur les priorités d'un État pour le développement du Made in Cameroun. Dans certains pays, il y a eu donc des lois pour encourager la préférence nationale. Et le Nigeria a carrément, en 2010, élaboré toute une loi qui fait référence en Afrique aujourd'hui pour encourager donc la préférence locale au Nigeria. Je donne un exemple, parce que même là-bas, c'est inadmissible que vous voyez des sociétés pétrolières qui en même temps font la commercialisation. Est-ce qu'on ne peut pas trouver le Camerounais, par exemple, quand vous allez au Cameroun, vous avez Total, qui a des stations Total. Ils sont dans la production, ils sont dans la commercialisation et même dans le transport. Bon, même en amont. Il va enfin conclure que le développement du Made in Cameroun est une affaire de toutes les parties prenantes. Le Made in Cameroun, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde, pour développer le Made in Cameroun, c'est une affaire de tout le monde. Parce que pour le gouvernement, c'est de mettre un cadre propice à appliquer. Il n'y a pas autre chose. Il faut une stratégie pour développer le label du Cameroun. Il faut soutenir les entreprises, notamment les entreprises qui ont un fort potentiel à l'exportation. L'Agence nationale des normes et de la qualité prendra ensuite le relais. Après une présentation succincte de l'agence, le sous-directeur de la formation expert du jour va dérouler son sujet. Une prise de parole qui porte sur la labellisation et la conquête de nouveaux marchés. Il était alors question d'expliquer ce que c'est que la labellisation, de donner ses procédures, ses avantages et sa durée. De sa bouche, on apprendra alors que la labellisation est un processus qui conduit à l'attribution d'un label de qualité à un produit. Quel produit des avantages tels conquête de nouveaux marchés, conservation des parts de marché et grande compétitivité de l'entreprise. Le label est généralement octroyé pour une durée de 4 ans avec un audit de conservation tous les 2 ans. Il va aussi apprendre aux participants que la labellisation a un coût. Le coût d'audit et des inspections, j'ai dit tout à l'heure, quand vous voulez le marquage, on va venir évaluer votre système. D'accord? Ensuite, le coût de l'obtention de la marque. La marque, c'est une marque nationale, donc il faut payer un petit quelque chose là-bas dessus. Cette première série d'interventions va être sanctionnée par une innovation, celle d'une Camerounaise d'origine naturalisée américaine et vivant au pays de Galles, qui va se proposer, grâce à sa riche expérience en la matière, de former certains entrepreneurs camerounais dans un certain nombre de domaines capables de booster l'économie familiale et partant celle du Cameroun tout entier. Et c'est une photo de famille qui viendra clore cette première partie de la rencontre entre la CAPEF et les opérateurs économiques camerounais. En plus des précédentes prises de parole, il y en a eu d'autres, tout aussi importantes, qui ont entretenu l'auditoire sur des thèmes notamment liés à ces opportunités d'affaires sur le sol américain, par le truchement de l'agua, à la méthode HACCP et au changement d'habitude chez les producteurs. Des interventions pertinentes dont la teneur vous est révélée dans ce reportage de Kwamsimo et André Marinbida. Ces participants, ou la plupart, ont été conquis par ces bénéfices qu'ils engrangeront, si c'est efficacement qu'ils annexeront les marchés américains. Celui qui leur glisse le filon est un érudit de l'African Growth and Opportunity Act. En français, c'est la loi sur le développement et les opportunités africaines. Cette législation est d'émanation américaine et celui qui en est le signataire en mai 2000 s'appelle Bill Clinton. Dans les livres d'économie, il s'agit d'un rempart nécessaire pour la soutenabilité de ces économies africaines régulièrement moribondes et auxquelles les États-Unis offrent des opportunités d'affaires intéressantes. Grâce à lui, ces producteurs rêvent déjà des dollars américains qu'ils gagneront pour avoir envahi un supermarché new-yorkais. L'AGUA d'abord, c'est l'accès au marché. C'est une ouverture, c'est une opportunité de pouvoir internationaliser votre entreprise en vendant sur le marché extérieur. Vous avez pu le constater lors des différents échanges, c'est à travers les exportations qu'on peut financer, on peut avoir des devises pour financer les importations. Donc, vous créez de la valeur ajoutée, vous créez des emplois et vous vendez sur le marché extérieur. Jusqu'ici, au niveau le bilan de l'AGUA, on peut dire 18 ans après l'éligibilité, reste un peu mitigé.
toutefois, compte tenu du fait que nous sommes éligibles jusque l'AGOA a connu une extension jusqu'en 2025, je crois que nous sommes en train de prendre le taureau par les cornes à travers une meilleure stratégie et des outils d'appui tels que le showroom que nous avons présenté, le projet de showroom qui vise à dynamiser, à densifier les échanges en vue de tirer meilleur profit de cette préférence commerciale. Il faut vendre, mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de très facile à faire. Quand c'est un produit nauséeux et impropre à la consommation que l'on vend à une clientèle, chaque jour un peu plus friande de salubrité, d'hygiène et de normes. L'humour de cet entrepreneur français, accoutumé au patronat camerounais depuis plus d'une décade, a été nécessaire pour exiger des constructeurs du Made in Cameroun une appropriation totale des vertueuses commodités de la méthode HACCP. Autrement dit, le breviaire des bons usages et des pratiques saines, qui fournissent sécurité et potabilité à ces denrées qui atterrissent sur nos tables de tous les jours. Le système HACCP est un ensemble de directives de façon à assurer l'hygiène de la préparation des aliments, des produits alimentaires et la sécurité alimentaire. Les deux sont liés, mais en même temps, ils sont dissociés. Bien, l'appréciation, c'est qu'on en est aujourd'hui dans les balbutiements au Cameroun, que ce système est obligatoire en Europe depuis 2012, mais qu'il est largement diffusé auprès des industriels européens depuis environ 20 ans. Donc le Cameroun, 20 ans avant que s'il devienne obligatoire. Donc le Cameroun a, disons, en gros 30 ans de retard sur l'Europe. La chaîne du HACCP, elle est simple. C'est l'hygiène de la production, mais c'est la sécurité alimentaire aussi. Donc en tant qu'hygiène, strictement, c'est quelle est l'hygiène de chacune des étapes de la préparation de ma farine infantile ou de mes confitures ou de mon jus d'ananas. Mais la sécurité alimentaire va plus loin. Quelle était l'hygiène, quelle était la toxicité éventuellement des matières premières que je n'ai pas produites, que j'ai transformées. Donc on va partir en fait de la matière première jusqu'au produit final, jusqu'à ce qu'il soit sur les étagères du supermarché ou de la supérette. Dans cette salle des actes de la Chambre d'agriculture, vous aviez aussi ces partenaires qui coachent les producteurs, leur donnent de précieux enseignements sur les méthodes qui augurent la dextérité dans les champs et qui ont été également de la discussion. L'on a retenu d'eux qu'il est bon que se répandent des attitudes rationnelles et conventionnelles pour que le producteur soit le premier à savourer son labeur. L'ambition pour moi, c'est de pouvoir sensibiliser les planteurs sur la bonne pratique agricole. Parce que de plus en plus, je vois, tout le monde parle de la transformation, il faut transformer les produits et nous allons les transformer pour les vendre sur le marché international. Nous devons savoir que sur le marché international, il y a un taux de résidus de pesticides qui doit être contrôlé. Si c'est au-delà, on a trop utilisé des pesticides, le produit sera rejeté. Donc, nous devons travailler avec les planteurs, les sensibiliser sur la façon avec laquelle les pesticides doivent être utilisés pour que nos produits que nous allons fabriquer ne soient pas rejetés une fois à destination en Europe. Là, c'est le pari que je suis là pour ça. Alors, pour l'instant, je vais parler au nom de mon entreprise parce que c'est un domaine que c'est normalement le Minader à travers l'État à travers le Minader qui devrait s'occuper de sensibiliser les planteurs sur la bonne pratique agricole. Mais déjà, à notre niveau, dans le petit groupe de planteurs qui sont affiliés à la CAPEFS, nous sommes en train de développer avec la présidente, Mme Elissard, un programme qui doit permettre déjà ici d'expliquer aux planteurs comment est-ce que nous allons produire pour qu'une fois les produits que nous avons récoltés, transformés, ne soient pas rejetés. Parce que si nous transformons, nous produisons, nous transformons et que sur les produits que nous avons transformés, il y a beaucoup de pesticides, un taux de pesticides assez élevé là-dessus, ça va arriver chez le consommateur et le consommateur soit doit détruire, soit doit nous retourner le produit. Et c'est très 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 important parce que n'oublions pas que tout ce que nous allons transformer, une fois à destination, il y a un test de pesticides qui doit être fait dessus. Il a trop de pesticides, ça ne pourra pas être accepté. Ce n'est pas rien de signaler ici que ces échanges avaient une notoriété internationale. Des conférenciers de renom qui ont traversé l'Atlantique
et qui ont également suggéré des idées qui peuvent aider. Je suis directrice de Taste Cameroon Community Enterprise, un ONG qui est basé au Royaume-Uni, spécifiquement au Pays de Galles. Et nous faisons un projet qui s'appelle Alimentation pour la prospérité, c'est-à-dire qu'on regarde l'élevage, mais surtout transformation des viandes, donc par exemple boucherie, charcuterie, fruits et légumes, le marketing, le marketing emballage, et en plus de vraiment mettre les produits du Cameroun, de les valoriser au Cameroun, mais aussi à l'étranger. On a fait des ateliers au début de février à Chang, et puis je suis venue aujourd'hui pour partager un peu de ce que nous faisons, s'il y en a une demande pour faire des partenariats avec eux, avec le travail qu'on fait. Donc c'est à cause de ça et de faire la connaissance des personnes qui sont dans le même domaine. J'adore le coquille, j'aime bien le dolé. J'ai appris comment faire le couscous au manioc. Le gombo, le taro, j'adore le taro. Des discussions cordiales où se sont mêlées interrogations pertinentes et explications imparables. Parlons de tout à fait autre chose à présent. On ne le dira jamais assez, l'agriculture reste et demeure un pan très important de l'économie de notre pays. De ce fait, elle doit intéresser toutes les couches de la société. À l'école, l'éducation ne doit plus seulement donner aux élèves des connaissances théoriques, mais il doit aussi allier des pratiques tirées même de notre environnement, de nos modes de vie. Tel est le combat que mène le projet des petites initiatives agricoles en milieu scolaire et secondaire. Reportage. Le travail manuel dans le cursus scolaire a longtemps été considéré comme une corvée. Les enfants s'y attelaient avec désinvolture, aidés parfois en cela par les enseignants de cette filière qui eux-mêmes ne la prenaient pas au sérieux. C'est pour changer le regard porté à cette activité qu'est né le projet PIAMS, entendez, projet de petites initiatives agricoles en milieu scolaire. La réalité, c'est que le travail manuel était considéré comme une corvée. Alors, depuis le mois d'août 2015, son Excellence, le ministre des Enseignements secondaires, a signé des textes allant en ce sens pour améliorer le travail manuel. Et comme le gouvernement est très sensible à ce genre de choses, donc à ce jour, on essaie d'améliorer le travail manuel pour que les élèves ne croient pas que le travail manuel est une corvée. Le travail manuel peut être une source génératrice de revenus. Le travail manuel peut être un outil de développement. Le travail manuel peut être un outil de satisfaction. Le travail manuel peut être également un outil de développement de la santé. Au lycée technique de Nkolbison, un atelier regroupant des chefs d'établissement, des parents d'élèves, les associations et même des acteurs du secteur agricole a permis à tous de se rendre compte de l'importance du travail manuel et même les élèves, premiers acteurs du projet, prennent conscience. Le travail manuel est une bonne chose, mais ça forme aussi les gens comme moi parce qu'il fait dans le génie civil, ça nous forme aussi et ça permet de rendre propre aussi l'établissement. Notre environnement ici au lycée, le travail manuel est très bien. Ça cultive, ça te permet de défricher, bon, ça te permet d'apprendre aussi, ça te permet de mettre la propriété partout. Le travail manuel dans ce lycée est assez dur, vu qu'on nous confie souvent des tâches pas aisées pour des élèves de notre âge et puis on transpire pour aller refaire quoi après, mais ça nous aide à mettre la propriété dans notre établissement et c'est aussi un avantage pour nous. Ce même lycée a été choisi pour accueillir l'une des premières initiatives du projet afin d'être l'établissement pilote d'un concept nouveau, celui d'un travail manuel garant d'une plus-value économique. Le lycée technique, comme vous pouvez le voir, repose sur 9 hectares. Et nous pouvons exploiter une partie du lycée technique pour mettre à profit le travail manuel. Et comme vous l'avez si bien dit dans le développement de ce séminaire, ce qui nous manquait le plus, c'était quelques outils. Mais maintenant que nous avons ces outils techniques, à savoir les formations, à savoir les outils manuels,
nous avons suffisamment d'espace pour produire aussi beaucoup de produits ici. Ce qui fera la fierté non seulement du lycée technique, mais qui participera aussi à un jeu pour les élèves qui forcément trouveront leur compte à la fin de la production et comprendront que le travail manuel n'est pas seulement une simple distraction, mais peut être une source de revenus. D'autres établissements de la capitale politique recevront bientôt les acteurs de ce projet afin que, loin des sentiers battus, le travail manuel et partant l'agriculture se positionne enfin comme ce par quoi passe la réussite d'un jeune, qu'il soit scolarisé ou non, tel que le souhaiterait le projet des petites initiatives agricoles en milieu scolaire secondaire. Parlons de certaines innovations à présent, celles dont nous vous parlerons dans ce reportage d'Anno Basileking et d'André Marimbira est souvent méconnue du grand public. Et pourtant, le jatropha est une vertueuse plante qui est à inclure dans ces richesses de la nature qui aident quand un danger plane au-dessus de votre santé. Le jatropha, dans tous ses états, c'est dans ce reportage. Regardez plutôt. Le jatropha. À moins que vous soyez un illustre vétéran de la botanique, à qui le langage des boutures et des plantes est aussi familier que ce qui vous reste de la dernière cigarette, avouez que le terme est un peu retentissant dans votre lexique de fleuriste balbutiant. Et vous n'êtes pas le seul. Il nous a fallu entrer dans ce stand pour découvrir une plante dont la notoriété est encore dans une phase constructive. Pourtant, le jatropha vous est décrit ici comme l'efficacité même. Quand une carie dentaire répand la galère et la souffrance dans votre molaire. Au sujet du jatropha encore, un embellissement qu'il greffera sur votre denture, mieux que la pâte dentifrice de tous les matins, qui a déjà démontré son incapacité à combattre ces plaques dentaires qui vous donnent une haleine de chacal. L'huile de jatropha, les gens dans le temps ont utilisé ça pour la lèpre. C'est avec ça qu'on soignait la lèpre. Je parle de l'huile de jatropha. Ou peut-être ses racines. C'est avec ça qu'on soignait la lèpre. Bon alors, comme je vous disais là, vous avez vu écrit là sur la bouture, pâte dentifrice bio par excellence. Ça veut dire quoi? Donc la sève du jatropha. Donc quand on a coupé une branche de jatropha, ça coule la sève. Et la sève du jatropha est claire comme de l'eau. Ce n'est pas blanc comme les autres sèves, blanche comme les autres sèves. Donc c'est clair. Alors quand vous mettez la brosse à dents sur la sève qui coule là, parce que ça a beaucoup de sève. Après quelques 4-5 gouttes, c'est suffisant pour vous brosser. Ça mousse, on dirait que c'est une pâte dentifrice, je ne sais pas quoi. Les safous, c'est comme ça que nous aimons les voir. Évidemment avec des bâtons de manioc à côté. Ailleurs, on nous les a présentés autrement. C'est aussi une petite curiosité pour ces gens qui ont appris qu'une huile de safou, ça existe aussi. Pour une fois, nous n'avons pas fait les goûteurs. Et nous nous en excusons. Mais ceux chez qui ça arrive d'être omnivore nous rassurent que c'est savoureux. Mais il y a plus. Ce sont les extractions à froid. Ça veut dire qu'on a déjà récolté, cueilli les prunes, que si on veut dire, on met ça au séchoir. Après avoir séché, on peut le presser déjà. Nous avons la presse à froid, les presses qui font les premières pressions à froid. Alors, l'huile de safou, ça soigne les maladies cardiovasculaires, ça soigne l'obésité aussi, ça soigne aussi la constipation. En plus de frire un œuf de chauve-souris, l'huile de safou est aussi indispensable pour vous soulager de ces crises d'arthrose qui vous rendent les nuits difficiles. Toujours en mode découverte, nous vous présentons les prodiges de la pharmacopée traditionnelle de la région de l'Adamawa. Réputée pour son efficacité, elle est celle à laquelle se réfèrent ces malades qui souffrent des pathologies chroniques. Reportage Arnaud Basileking et André Marimbida. Ce que ces chaleureux septentrionaux nous ont conviés à découvrir est une somme d'inventivité qui ont régulièrement sauvé des vies dans la région de l'Adamawa et qui peuvent être utiles pour renforcer les pronostics vitaux d'ici. La matière première, la voici. Des écorces dont l'utilité thérapeutique a été distillée dans ces flacons. Dans ce stand, dont la décoration nous rappelle les villégiatures du prince Aladin dans le désert moyen oriental, un public persuadé que l'efficacité qui fait le plein de ces fioles
répare les dégâts du bacille de coque dans vos poumons et secoue votre virilité un peu essoufflée depuis quelques nuits. Toujours ici, il y a ce qui renforcera votre système immunitaire et évacue ces eaux impures qui suscitent une mortelle suffocation chez les nouveau-nés. Vous qui êtes grippé en ce moment, vous avez énormément de chance. Quelques cuillerées de ce torboyau vous suffisent pour que cesse le moindre éternuement. Vous l'avez remarqué, ces gens n'ont pas boudé le plaisir d'un flacon à acheter séance tenante. Les effets, nous a-t-on marmonné, sont immédiats et efficaces. Celui qui est le porte-étendard de cette pharmacie du cru, Idriss Guider, est un natif trentenaire de Menganga et c'est son défunt père qui a fait de lui un naturopathe derrière lequel courent des patients conquis par la virtuosité d'un art à manipuler la panacée. Si les hôpitaux ne vous disent plus, vous aussi, essayez la pharmacopée septentrionale. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur AgriTV. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir regardé. La suite de l'aventure, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.